Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, bienvenue à Je vote pour la science, j'espère que vous allez bien. Une bonne nouvelle, plus de 7000 nouveaux préposés arrivent actuellement dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée, les CHSLD du Québec, là où les besoins sont les plus criants. La Fédération professionnelle des préposés aux bénéficiaires du Québec négocie d'ailleurs la reconnaissance et le statut de ces nouveaux préposés. Nous manquons de bras, c'était l'appel du Premier ministre au printemps dernier. Il a convaincu des milliers de Québécois de rejoindre les rangs de la santé via entre autres la plateforme Je contribue et ainsi répondre en partie aux besoins de la crise sanitaire. Suite à l'appel de M. Legault, il y a eu 30 000 candidatures et l'embauche de 20 000 personnes dans les différents centres intégrés de santé et de services sociaux et 12 000 personnes y travaillent toujours. Les 2/3 de ces employés temporaires manifestent même le désir de rester dans le réseau de santé. Ils ont trouvé un nouveau plan de carrière et surtout une vocation. Mais que vivent-ils et pourront-ils rester? Nous en parlons tout de suite. Restez à l'écoute. Si la COVID-19 a bouleversé nos vies, elle a aussi renversé plusieurs plans de carrière. De nombreux Québécois ont répondu présents pour aller à la rescousse du système de santé et parmi eux, Daniel Labrec, qui est actuellement aide de service au Centre intégré de santé et de services sociaux des îles, le CI3S. Bonjour. Allô, bonjour. On rejoint aussi Jocelyn Réel, qui est préposé aux bénéficiaires. Lui, c'est le CI3S de Chaudière-Appalaches. Bonjour. Bonjour. Donc, au plus fort de la crise sanitaire, il manquait 9 500 employés dans le domaine de la santé, particulièrement en CHSLD. La plateforme Je contribue a été mise en place pour combler ce manque. Le Premier ministre a fait un appel à tous les Québécois de bonne volonté pour qu'ils rejoignent les rangs des travailleurs de la santé. Résultat, 20 000 personnes ont été embauchées dans les différents centres et régions et 12 000 personnes y travaillent toujours. Une carrière, une mission. Qu'est-ce qui les motive? On va voir ça avec eux. Monsieur Labrec, face à la crise sanitaire, vous êtes dit prêt à aller au front et vous y êtes depuis le 20 avril dernier et vous avez été officiellement engagé aussi. Hein? Racontez-nous ce qui vous a motivé. En fait, moi, ce qui m'a motivé, c'est une circonstance assez spéciale. Je ne sais pas si on se souvient, au début de la COVID, la Chine construisait un hôpital de je ne sais pas combien de places en 10 jours, ou en tout cas un très court temps. Et je savais qu'ici, aux îles de la Madeleine, ils avaient, dans une école secondaire, tout le nécessaire pour faire un hôpital au cas où il arriverait quelque chose d'urgent. Fait que d'emblée, comme ça, j'ai téléphoné aux ressources humaines au centre hospitalier, puis j'ai dit, moi, je veux m'investir, je veux faire quelque chose. J'avais l'impression que assis ici, je pouvais rien faire, donc j'ai donné mon nom. Ça a resté comme ça, il n'y a pas eu d'urgence, on n'a pas eu beaucoup de cas. Et puis, ils m'ont appelé à un moment donné pour faire de la surveillance dans différents endroits aux îles. Et puis, j'ai tout simplement accepté d'emblée. Moi, je suis agriculteur au départ. Donc, j'ai dit, j'ai du temps au printemps, puis j'ai quand même continué tout l'été. OK. Et vous continuez toujours? Oui, je continue toujours. C'est pas beaucoup d'heures, c'est quand même 28 heures par 15 jours, mais c'est suffisant. En fait, je pourrais pas en donner plus que ça. Cet automne et cet hiver, on verra là où sera rendue la crise et si je peux m'investir plus. Mais pour l'instant, je m'investis quand même pas mal avec le reste du travail que j'ai à faire. Oui. Monsieur Réel, vous avez fait carrière dans les Forces armées canadiennes. Qu'est-ce qui vous a poussé à répondre à l'appel du Premier ministre et à suivre la formation? Moi... Pour commencer, ma mère avait un cancer et puis pendant 2 ans et demi, j'ai été proche aidant pour elle. Je l'ai aidée, je l'ai conduit pour ses traitements et puis j'ai été là pour elle. Et puis je voyais là-bas à Longueuil où j'allais avec ma mère, qu'à l'hôpital Pierre-Boucher, ils avaient des volontaires qui dans le centre d'oncologie qui donnaient les couvertes chaudes, qui aidaient. Et puis, au début, c'était plus ça que j'avais le goût de faire, c'était aider comme bénévole. Mais dans ma région à moi, on venait de construire le nouveau centre et puis on pouvait pas le faire. Alors, quand est passé M. Legault, j'ai dit, ça serait une belle opportunité pour moi de faire quelque chose pour aider les gens. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Et puis, j'en suis très heureux de faire cet emploi-là en ce moment et puis d'aider les gens.
Oui. Comment ça se passe, Monsieur Réel, dans votre région et Ben, dans votre CHSLD? Dans le CHSLD, ça se passe très bien. Il n'y a pas de problème. Tout le monde est heureux. C'est sûr que l'actualité fait qu'on a des nouveaux règlements, mais je veux dire, c'est pour protéger tout le monde. Et puis, ça se passe très bien. On n'a pas vraiment. J'ai pas vu personne qui était malheureux de ça. Puis tout va bien. OK. Monsieur Labrec, comment ça se passe aux îles, chez vous? Aux îles, ça va très bien. Comme je vous disais, on n'a pas eu beaucoup de cas. On a eu 10 cas total, dont 2 qui avaient une adresse locale, mais qui ne restaient pas aux îles, donc qui a été calculé dans nos statistiques. Et à part ça, il y a eu 8 cas. C'était au début de la pandémie, lorsque les gens arrivaient du Sud, là, qu'il n'y avait pas encore d'urgence sanitaire. Présentement, il n'y a pas de cas. On n'en a pas subi cet été, malgré une affluence plus modérée, mais quand même de touristes. Ça va très bien. Au CHSLD où je travaille, ça va très bien aussi. Les gens sont respectueux des règles. Disons que ça peut pas aller mieux pour notre territoire à nous. Oui. Combien il y a de personnes en CHSLD, dans votre CHSLD? On parle d'environ 80 résidents présentement. Et puis, là, il y a une nouvelle résidence qui est en construction qui devrait en avoir plus parce qu'il y a quand même beaucoup de résidences de personnes âgées, ce qu'on appelle les RPA, Oui. un petit peu partout sur le territoire qui devraient se concentrer dans cette nouvelle résidence-là pour libérer de la place aux autres pour des gens qui sont, entre guillemets, plus autonomes. Oui. Qu'est-ce qui vous garde motivé à continuer à travailler? Parce que vous avez dit que vous êtes agriculteur, il y a sûrement beaucoup de travail actuellement, là, à l'automne. En fait, c'est que présentement, ils sont en pénurie de main-d'œuvre, que ce soit pour les surveillants, les aides de service, les infirmières. Puis, je sais pas, je me sentirais pas nécessairement bien de les laisser tomber présentement parce que je sais qu'ils ont quand même beaucoup besoin de main-d'œuvre, puis ils en ont pas. Et je pense que c'est ça qui me garde motivé. S'ils avaient de la main-d'œuvre en masse, je laisserais ma place à d'autres. J'ai quand même 60 ans et je laisserais ma place à d'autres parce que j'ai du travail assez ici. Mm-hmm. D'ailleurs, j'ai été obligé de réduire la production ici à cause de la COVID parce que j'avais un manque de main-d'œuvre également. Donc, il fallait que je compense aussi quelque part les revenus là, qui étaient en baisse par rapport à la production. Oui. Est-ce que vous manquez de bras en ce moment aussi? Chez vous? Oui, présentement, en fait, on en a manqué tout l'été. On s'est ajusté, comme je vous dis, en conséquence. On a fait moins de production. Là, pour l'instant, on est correct. Nous, on travaille avec des woofers, c'est-à-dire c'est des gens qui viennent ici pour en échange de l'hébergement et de la nourriture, pour travailler pour nous. Et puis, d'habitude, je pouvais en avoir 4, 5 en même temps. Puis maintenant, tout l'été, j'ai eu un couple seulement. Donc, la main-d'œuvre diminuait facilement de moitié, même plus. Donc, il fallait que je travaille avec cette main-d'œuvre-là. En réduisant ma production, on a réussi à quand même ajuster les choses, là. Oui. Puis, comme je vous dis, il faut dire que je travaille 28 heures par 15 jours, donc de 4 heures l'après-midi à 8 heures en soirée, ce qui fait quand même que je peux faire mes journées quand même ici, là. De travail, donc de votre travail régulier, on va dire. Exactement, de mon travail régulier. Monsieur Réel, vous avez toujours de la motivation de votre côté, malgré... Oui. 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 C'est intéressant d'aller travailler et puis de rencontrer ces gens-là et puis de leur aider, de les connaître et de voir leur personnalité. Vous savez, il faut pas juste penser à ce qu'on voit devant nous, leur maladie et tout. Il faut les voir comme étant un tout. Et puis c'est très intéressant de remarquer ces gens-là et puis de les voir progresser à tous les jours. Oui. Est-ce que c'est un gros CHSLD, là où vous êtes? Non, nous, on a 36 personnes. Oui. Et puis, pour moi, c'est ça qui est intéressant. C'est que ça a l'air d'une grande famille. On connaît tous les gens, on connaît les aides-aidants qui viennent. Alors, on a une belle relation avec tout le monde. Oui. Est-ce que vous êtes nombreux comme préposés? Combien il y a de personnes? Combien il y a d'employés pour 36 patients ou 36 personnes en résidence? Je pourrais pas vous le dire. Je m'excuse, mais j'ai pas cette donnée-là. Oui. Parlons un petit peu de vos tâches. Oui. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Concrètement, on prend soin des résidents. Mm-hmm. Dans leur quotidien.
quotidien. Oui. Alors, on les aide à manger, on les lève des lits, on les déplace où ils ont besoin d'aller. Oui. Et après, on les aide pour la toilette, et puis on les aide on les aide dans les activités qu'ils ont. Exemple, souvent le mercredi, il va y avoir une messe ou il va y avoir des activités de musique, ces choses-là. On participe. On aide à tous les jours ces gens-là à passer à travers leur journée, et de façon le plus souriant possible, et pour que ce soit le plus bien pour eux. Oui. Une journée type, ça s'apparente à quoi? Une journée type, il y a le lever le matin, Oui. où on aide la personne à faire sa toilette. Après ça, ils vont déjeuner. Après le déjeuner, nous, on va aider certaines personnes. À chaque jour, on a une horaire de bain. Alors, disons que j'ai une Madame X qui a son bain cette journée-là. Il y a une des préposées qui va aller aider pour son bain. Et puis après ça, nous, pendant ce temps-là, on va continuer avec les barbes, des choses ordinaires. Et puis, on va aller après ça pour le dîner. Après le dîner, on va les coucher pour faire une sieste. Et puis, vers 2 heures, on va les relever. On va passer la collation. Il va y avoir une activité, sûrement. Habituellement, vers 3 heures, il y a une activité avec eux autres, que ce soit, vous savez, on a une personne qui est dédiée juste à ça, qui a étudié là-dedans. Et puis, il y a des activités qui se font avec eux autres, que ce soit du bricolage, que ce soit, comme je disais tantôt, la messe, ou des fois, c'est aussi simple qu'une raquette avec une balloune qui a été gonflée. Et puis, ils vont jouer avec. C'est juste pour leur faire pratiquer leur motricité. Oui, et puis, des oui, choses comme ça, où on va aider certaines personnes qui sur leur plan d'intervention, disent qu'ils doivent marcher. Alors, on va les aider, on va les suivre en arrière d'eux avec une chaise roulante en cas qu'ils soient fatigués, qu'il arrive quelque chose. Après ça, on a la collation, le souper. Et puis après le souper, on les laisse tranquilles un peu. Vous savez, eux aussi ont besoin de leur intimité puis leur tranquillité. Puis après ça, vers 7h30, 8h, on va commencer à les coucher. OK. C'est des grosses journées, hein? Est-ce que vous avez eu une formation pour ça? Oui, j'ai eu une formation de 300 heures. Et puis, dans la formation accélérée, alors on voit toute l'approche relationnelle, comment les approcher, comment discuter avec eux. Parce que vous savez, il y en a qui ont des problèmes cognitifs. Alors, je peux pas arriver n'importe comment et puis leur faire un saut, quelque chose, les mettre dans une mauvaise situation. Alors, on apprend comment les approcher, on apprend comment discuter avec eux, on apprend aussi à voir certaines maladies pour savoir comment réagir à certaines choses. On voit aussi l'éthique. Ça fait tout partie de notre cours de préposé pour nous aider lorsqu'on arrive sur le marché du travail. Oui, et en CHSLD. Monsieur Labrec, de votre côté, parlez-nous un petit peu de vos tâches au quotidien. Comment ça se passe à la surveillance? En fait, comme je vous disais, moi, je suis surveillant à l'entrée du CHSLD. Donc, on doit accueillir les gens. On doit leur faire remplir le formulaire d'auto-symptômes, c'est-à-dire s'ils ont des symptômes. Ensuite de ça, on désinfecte les cellulaires, par exemple, ou les clés, des choses qu'ils apportent dans les chambres. Si c'est des nouveaux, on leur explique les règles, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas se promener n'importe où là, dans l'établissement. Il y a certaines restrictions. Et ensuite de ça, on inscrit les gens dans un registre avec l'heure d'arrivée. Ensuite, les gens s'en vont visiter leurs proches. Lorsqu'ils reviennent, dans le registre, on dit qu'ils sont sortis, etc. Et puis, c'est un petit peu ça, dans le fond, c'est qu'on contrôle les gens. On contrôle les gens, façon de parler. Oui, les entrées et les sorties. Les entrées et les sorties, exactement, et on désinfecte tout ce qu'il y a à désinfecter. Par exemple, le linge propre qui rentre, on doit les changer de sac pour s'assurer que il y aurait pas, par exemple, de contamination au niveau des plastiques puis tout ça. Et
Au départ, quand j'ai commencé, on devait escorter les gens, les visiteurs. Les visiteurs devaient rester dans la chambre du résident. Et maintenant, ils peuvent circuler dans la chambre et dans l'aile, mais ils peuvent pas aller plus loin dans l'établissement. Oui. Avez-vous eu une petite formation pour ça au début? En fait, on nous a expliqué les règles. Vous disiez que Monsieur Justin, tantôt, avait fait des forces armées. J'ai fait des forces armées aussi, donc on nous a expliqué les règles. Puis, on a une certaine logique, disons, à respecter là, pour éviter que il y ait contamination à l'intérieur. Donc, on a eu une petite formation qui était vraiment de base, mais après ça, on y va avec notre bon jugement et les règles qui sont établies. Oui. Comment vous trouvez ça? Est-ce que vous trouvez ça stressant? Et comment réagissent les gens quand ils viennent visiter? Est-ce qu'ils sont rassurés, inquiets, stressés? En fait, moi je trouve pas ça stressant. Les gens, il y a différentes personnalités comme un peu partout dans la vie. C'est-à-dire il y a des gens qui entrent, qui suivent les règles, qui il n'y a aucun problème du tout, on remplit les formulaires, ils savent comment ça fonctionne et tout ça. Il y a des gens qui sont peut-être un petit peu plus nerveux, ils savent pas où aller. On leur explique, on quitte à aller les escorter là en haut quand ils savent pas, par exemple, où sont les chambres et tout ça. Et puis il y a d'autres gens qui nous disent des fois, dans notre territoire, il y en a pas de COVID. Pourquoi toutes ces mesures-là? On leur explique le but des mesures, que justement, il n'y en a pas parce qu'on fait attention. Puis s'il y en avait dans le milieu, là, comme on continue à faire attention, ça nous protège. Puis ça protège les résidents. Puis comme ils viennent voir des proches qu'ils aiment, habituellement, ils comprennent. Oui, c'est sûr. Monsieur Réal, vous avez été casque bleu. Est-ce que ce que vous viviez sur le terrain s'apparente à ce qu'on vit un petit peu actuellement? Non, pas du tout. Pas du tout. Lorsque j'étais casque bleu, c'était plutôt de la sécurité qu'on faisait en véhicule, des choses ça, des patrouilles. Alors, ça n'avait vraiment pas rapport avec ce que je fais présentement. Oui. Travailler dans un centre de soins, c'est un petit peu nouveau. Est-ce qu'il y a des choses quand même que votre précédent métier vous a appris? Oui, le travail d'équipe. Parce qu'on travaille en équipe avec des infirmières auxiliaires, des infirmières, les autres préposés. C'est toutes des choses que si vous regardez que je faisais dans les Forces armées canadiennes. Dans les Forces armées canadiennes, tout seul, je pouvais pas faire l'emploi, mais avec toute l'équipe alentour, on faisait avancer la machine. Comme moi, j'étais en communication. Alors, moi, je m'occupais des communications pour que les postes de commandement puissent communiquer avec les hommes sur le terrain. Alors, tout ce qui était technologie, moi, je pouvais bien l'installer, mais si personne l'utilise, puis alors ça ne fonctionnait pas. C'est la même affaire pour dans le CHSLD. On travaille en équipe. Moi, je suis la personne qui est le plus proche de nos clients. Oui. Alors, vous savez, le matin, là, quand on les lève ou des choses de même, c'est nous qui voit la personne à tous les jours. C'est nous qui sait si la personne, elle a des changements. Beaucoup plus que les infirmières ou ces choses-là. Puis c'est nous qui va le rapporter aux infirmières. Dire, hey, écoute, telle personne... j'ai vu qu'elle avait des plaies, parce que vous savez, des fois, quand on reste dans les lits, on fait des plaies de lit, exact. J'ai vu qu'elle avait des rougeurs ou des choses comme ça. Puis là, l'infirmière va dire, je vais aller voir, ou on va lui dire, écoute, telle personne, on est habitué de la lever sur ses jambes, puis là, depuis 2-3 jours, elle est moins solide sur ses jambes. Peut-être faudrait que vous l'évaluiez, puis que vous demandez à l'équipe de voir pour savoir si on devrait pas changer le protocole pour elle. Changer certaines choses. Alors, c'est nous en premier, mais nous, on rapporte à eux, puis c'est toute une équipe qui font que peut-être que quand je vais rentrer travailler dans 2-3 jours, on va me dire maintenant, cette personne X-là, pour la lever, mais maintenant, on va utiliser un lève-personne qui, avant ça, on n'utilisait pas. Mais parce que nous, on l'a rapporté, puis l'équipe a fait son évaluation, on a changé, puis ça l'aide nos résidents. Oui, c'est important d'être un petit maillon de la chaîne du système de santé. On se sent utile. Oui. Nous, on se sent beaucoup utile parce que on parle avec ces gens-là, on est avec ces gens-là. Ils sont adorables, ces gens-là. C'est pas parce qu'il y en a peut-être qui parlent pas, mais ils nous comprennent. Et puis on le voit dans leur visage. Puis
après ça, quand on discute avec les infirmières ou quand on fait partie, quand il y a des comités ou qui se ramassent pour interdisciplinaire pour parler d'une personne, ben on est invité. Et puis nous on va leur dire ce qu'on voit à tous les jours, parce que des fois le docteur, lui, ou la travailleuse sociale ou les autres personnes, ils voient juste une fois de temps en temps où ils lisent les résumés. Mais nous, on parle, puis on va dire, la personne, elle va bien, ces affaires-là. Est-ce que ce serait possible d'avoir des vêtements adaptés parce que ce serait plus facile quand on la change ou quand on la lève du lit, ces choses-là, parce que avec la chaise. Vous savez, c'est des choses, des fois, les personnes, les familles n'y pensent pas, ou d'autres personnes vont dire oui, c'est vrai, ou alors c'est intéressant de faire partie de cette équipe-là, et puis d'avoir aussi notre mot là-dessus, parce que ça nous aide nous, puis ça aide le résident. C'est sûr, ça lui fait... Mais c'est un travail très physique, j'ai l'impression. Est-ce qu'il faut être en bonne forme physique? Il faut être en bonne forme, mais physique, c'est une façon. On a appris à l'école des techniques. Si on utilise les techniques, il n'y a pas trop de problèmes. Comprenez? On travaille beaucoup avec les contrepoids. OK? On se sert de notre poids, exemple, pour tourner une personne. Si vous tournez la personne en allant vers l'arrière, votre poids va vous aider à la tourner. Oui. Alors, de ce côté-là, oui, c'est physique, mais c'est quand même pas si pire que ça. Oui, vous avez appris donc des choses lors de la formation. Oui, on a appris des techniques et on a des aides comme le lève-personne ou des choses comme ça qui nous aident beaucoup. Dans vos tâches. Hein. Monsieur Labrec, vous travaillez dans un centre de soins, ce n'était pas votre premier choix de carrière. Qu'est-ce que vous avez appris comme surveillant? Qu'est-ce que ça vous apprend d'être ce maillon-là important? En fait, moi, ce qui m'a le plus surpris de travailler dans un endroit comme ça, c'est la bonté des employés avec les résidents. Monsieur Josselin le mentionnait, c'est des gens qui sont proches, c'est des gens qui vont leur flatter dans les cheveux, comment ça va aujourd'hui, puis tout ça. Ce côté-là, moi, j'avais jamais vu ça dans ma vie, puis ça m'a vraiment impressionné pour dire qu'il y a des gens qui sont vraiment à leur place dans les résidences de personnes âgées. Ce que ça m'a appris aussi, c'est comment je vous dirais ça? Je suis à l'écoute des visiteurs parce que j'ai moins de liens directement avec les résidents, mais avec les visiteurs, les visiteurs reviennent. Par exemple, des gens vont me dire, bon, ben, mon père ou ma mère ou mon frère, ça va pas bien aujourd'hui, ou ça, il y a eu une belle journée, il y a de bonne humeur, ou, tu sais, puis il y a des fois des petites larmes qui peuvent être versées par les gens, par les visiteurs quand ils me parlent de leurs proches. Il y a beaucoup de sensibilité et d'amour dans les résidences de personnes âgées et dans les CHSLD. Oui. Et surtout qu'on était beaucoup inquiets avec cette crise-là. On a vu beaucoup d'attention portée dans les CHSLD, mais plus particulièrement dans les régions comme Montréal, des régions plus problématiques. Donc, ce que vous vivez sûrement pas de votre côté. Qu'est-ce que le fait de travailler avec les gens, c'était déjà quelque chose de familier, vu que vous avez déjà des gens qui viennent travailler avec vous à l'ANIL? Ben, en fait, moi, j'ai pas toujours été agriculteur. Là. J'ai fait une carrière aussi en informatique et je faisais beaucoup de ventes. Donc, dans la vente, on a quand même des contacts qui sont quand même étroits là, avec des clients, mais des sujets précis, puis des négociations, puis tout ça. Donc, j'étais quand même habitué de travailler avec des gens, là, mais pas comme je le fais là. C'est vraiment, on parle vraiment c'est pas un business entre guillemets, c'est humain à humain, et c'est ça qui fait que les CHSLD, les résidences personnes âgées c'est un milieu de vie.
Contrairement à d'autres relations qu'on peut avoir dans la vie, là, on va, par exemple, à la pharmacie, on parle à la pharmacienne, c'est bon, il nous explique, on s'en retourne. Là, c'est vraiment un milieu de vie, c'est vraiment là des liens directs, un peu comme familial. C'est comme dans une famille, dans le fond. Là. C'est une grande famille, même les visiteurs se connaissent entre eux. Et comment va ton père, comment va ta mère, comme c'est vraiment là un milieu de vie, exactement. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. Oui. Monsieur Réal, qu'est-ce que ça prend de travailler auprès des aînés? Vous êtes habitué à la relation d'aide avec vos parents, mais est-ce que ça prend des qualités, certaines qualités, pour travailler en CHSLD? Ça prend le vouloir. Le vouloir et avoir beaucoup de cœur. De vouloir prendre soin des autres, d'être à leur écoute. D'accord? C'est des choses qui sont qu'un bénéficiaire a besoin. Pas d'un bénéficiaire, mais d'un préposé a besoin. Puis d'être de savoir détecter. Okay? Quand on regarde la personne là, de jour en jour, là, ben, savoir détecter s'il y a des changements, des choses là. Avec le temps, on l'apprend. Après ça, c'est sûr que il faut avoir les techniques. Il faut apprendre les techniques qui s'apprennent à l'école, ces choses-là. Mais si vous avez la chose la plus importante tant qu'à moi, c'est d'avoir du cœur puis vouloir aider. Ça, c'est essentiel parce que si vous voulez pas aider ou si vous avez pas le cœur à ça, ben vous n'êtes pas à votre place. Pas choisir cette vocation-là ou ce métier-là. Une dernière question très vite à tous les deux. Là, on est dans la deuxième vague. Est-ce que vous allez continuer à rester mobilisé et fidèle à votre poste? Monsieur Labrec, peut-être pour l'instant, oui. Tant que ça va être l'urgence puis qu'il va manquer de main-d'œuvre, je devrais être fidèle au poste. Je pense que il faut comme on disait là, je pense que c'est l'UPA qui disait on peut pas se serrer les mains, mais on peut se serrer les coudes. Mm-hmm. Je pense qu'il faut vraiment se serrer les coudes. Oui, Monsieur Réal, vous allez rester fidèle au poste aussi? Oui, je vais rester. J'ai trouvé une belle niche, une belle place pour travailler et puis aider les gens, c'est important. Et puis j'aime bien ça où je suis. Entendu, c'est super. Alors, je suis contente pour vous deux. Donc, on était en compagnie de Jocelyn Réal, préposé aux bénéficiaires au CI3S de Chaudière-Appalaches, merci. Et de Daniel Labrec, surveillant au centre des îles de la Madeleine, Centre intégré de santé et de services sociaux des îles. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche Aurélie Lagueux-Beloin, à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Prenez soin de vous et de vos proches, restez bien informés sur Radio VM. Pour notre part, nous avons des rediffusions tout au long de la semaine, surveillez la programmation et vous pouvez aussi nous écouter en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Comme toujours, n'hésitez pas à partager cette émission. Oui, partagez-la et portez-vous bien et à la semaine prochaine.